Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur la RTS 20h, le journal. Voici les titres. Dans ce journal, nous parlerons de deux phénomènes, l'anarchie qui gangrène l'affichage public et qui dégrade le décor, tout en dossier, suivi d'un autre sur une activité sportive en plein essor. La randonnée pédestre, la marche du temps nous amène à un rappel. Nous parlerons largement du 20e anniversaire du génocide rwandais. La France ne participera pas aux commémorations. Paris s'insurge contre les accusations de Paul Kagame qui reproche à la France d'avoir participé au massacre de milliers de Rwandais. Nous vous proposons ce soir un reportage sur des meurtriers qui n'hésitent pas à aller demander pardon aux rescapés. Et puis, dans cette édition, nous allons découvrir l'île au mythique Margouya sur la rampe. Dans cette édition, Talan, dans les îles du Saloum, à la traque de cet animal qui sert de détective pour retrouver des présumés voleurs. Une véritable attraction dont nous parlera Ibrahim Ndong dans la rubrique découverte du dimanche. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Remise dans l'eau de matériel au GIE et groupement de femmes de la région de Kaffrine. Le geste s'inscrit dans le cadre du PALAM, le programme d'alphabétisation et d'apprentissage des métiers pour la lutte contre la pauvreté. Le reportage de Kodoussen. Après Diourbel, la délégation du ministre de la Femme s'est rendue à Kaffrine. Elle a visité l'atelier d'apprentissage en couture et l'unité de transformation en huile d'arachide mise sur pied grâce au programme d'alphabétisation et d'apprentissage des métiers pour la lutte contre la pauvreté PALAM. Les femmes de Kaffrine ont elles aussi reçu leur lot d'équipements. Force est de reconnaître que durant plusieurs décennies, de nombreuses initiatives de réduction de la pauvreté ont été mises en œuvre dans notre pays sans impact réel sur les couches vulnérables de notre population. C'est la raison pour laquelle, sous le magistère de son Excellence M. Macky Sall, des mesures plus hardies sont entreprises par le gouvernement dans une démarche participative pour améliorer nettement les conditions de vie des populations. À côté de son ambition de favoriser l'autonomisation des femmes et de régler la question du chômage des jeunes, le PALAM met un accent particulier sur l'éducation. Dans le domaine de l'éducation, le PALAM Sénégal a enrôlé 3000 enfants, dont 61% de filles, déscolarisées, non scolarisées, y compris ceux des Dara, issus de familles démunies du milieu rural, dans les écoles communautaires de base. Au cours de sa visite, le ministre a inauguré 4 écoles communautaires de base. Le PALAM a porté son choix sur la région de Kaffrine et de Diourbel du fait de la pauvreté et du fort taux d'analphabétisme noté dans les deux régions. Et puis Ngoundiane a inauguré également son hôtel communautaire situé à 40 km de la ville de Thiès. La localité peut désormais prendre en charge les demandes de ses populations en matière d'état civil. Aïda Mamoudou Diop. Ngoundiane, cette communauté rurale de la région de Thiès, polarise 15 villages. Il inaugure son nouvel hôtel communautaire. Il est financé à hauteur de 47 millions de francs CFA. Les 73% proviennent du fonds d'équipement des collectivités locales. Cet ouvrage fait partie justement des ouvrages réalisés qui sont au nombre de 324 sur l'étendue du territoire du Sénégal au profit des communautés rurales. La réalisation de cette infrastructure va aider au relèvement du niveau d'équipement de la collectivité. Elle permettra en outre de mieux prendre en charge les préoccupations des populations dans un contexte de territorialisation des politiques publiques. Sur le plan statutaire, le statut va être beaucoup plus attractif. Il y aura beaucoup plus d'enjeux de développement, il y aura beaucoup plus de capacité de mobilisation des acteurs territoriaux et en changeant également, ça offre beaucoup plus d'opportunités d'aménagement du territoire rural avec des interactions très fortes et intéressantes entre les conditions de ruralité, c'est-à-dire l'espace rural et les infrastructures qui vont moderniser donc le processus d'urbanisation. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités administratives et locales de la région de Thiès. Le PCR Mbaye Ndione, au nom de la population de Ngoundiane, a remercié l'État du Sénégal et l'AGETIP, maître d'œuvre de l'infrastructure. Troisième déguerpissement à la gare ferroviaire de Thiaroye. Les marchands ambulants qui squattent le lieu ont été contraints de quitter cet endroit. La société Transrail veut que la sécurité soit permanente sur ce site. Kaltombiey.
Des tables à même le sol sur les rails, des marchands qui disputaient la voie au train, c'est le décor qu'on pouvait voir à Thiaroye il y a quelques mois. Depuis, avec les opérations de déguerpissement initiées par Transrail, la situation a évolué, mais la surveillance doit être de mise. Il y a eu une première étape que l'État avait initiée par le biais du CETUD au mois de juin dernier. Mais force était de constater que les commerçants revenaient s'installer de plus belle. Et nous avions pris sur nous, c'était le 18 février dernier, de prendre un certain nombre de mesures, à savoir de renforcer le dispositif sécuritaire en recrutant à l'époque une vingtaine d'agents, de finir la délimitation des emprises ferroviaires et de réduire les portes d'accès en gare. Aujourd'hui, les travaux sont terminés et là, on organise encore une fois un maintien du déguerpissement. Malgré toutes ces mesures, peu de choses ont changé. Les marchands sont toujours sur place. Ceux qui sont en charge de la question peuvent compter sur les forces de l'ordre pour régler une bonne fois pour toutes ce problème d'insécurité à la gare ferroviaire de Thiaroye. Nous sommes venus avec assez d'éléments de la police locale, de la police de proximité et même de la police municipale. Tout ça dans le cadre de la sécurisation des emprises ferroviaires à Thiaroye. Donc nous allons essayer de perdurer. Il faut que force reste à la loi. À travers cette opération, Transrail et les autorités locales veulent assurer une sécurité permanente aux usagers de cette gare. C'est devenu un moyen de communication très prisé au Sénégal. L'affichage, de plus en plus, on voit différents messages sur les murs et autres façades. Hélas, même si l'activité peut être rentable, une véritable anarchie s'est installée, entraînant une forte dégradation du décor urbain. Constat dans ce dossier signé d'Aba Kébessi. Support d'information destiné aux passants, l'affiche imprimée est utilisée pour placarder les annonces des événements. Les concepteurs de ce type de support ne semblent respecter aucune législation à la matière. Sur presque tous les édifices publics, des affiches sont apposées de manière anarchique. Les populations rencontrées dans la rue fustigent. Ce n'est pas correct d'afficher sur les murs et les édifices publics. S'ils ont des événements à publier, ils n'ont qu'à lier les panneaux publicitaires. Des sanctions sévères doivent être prises pour que cela cesse. La mairie doit sensibiliser la population. Ceux qui mettent les affiches gâtent la peinture des façades et des édifices. C'est vraiment moche. Ils n'ont qu'à aller dans les médias pour faire leurs annonces. Afficher, écrire ou dessiner sur les murs ne sont pas des gestes civiques. C'est pareil pour ceux qui pissent sur les murs. Ce qu'on ne fait pas chez soi, on ne doit pas le faire dans la rue. L'affichage devrait faire l'objet d'une réglementation. Les Sénégalais comptent sur l'intervention de l'autorité, mais pour ce jeune homme, c'est la conscience citoyenne qui doit prévaloir. J'interpelle directement les jeunes car ce sont eux qu'on envoie pour coller les affiches. Ce sont des responsables, ils doivent être conscients et ne pas accepter de faire tout ce qu'on leur demande. Les murs de la ville contribuent pour une large part à l'harmonie du cadre de vie. Les collectivités locales ont pris des mesures coercitives pour renforcer celles déjà prises par les forces de l'ordre. Il y a des actes qu'il faut aujourd'hui bannir, dont l'affichage sauvage. Il y a des sanctions qui sont prévues parce que l'affichage sauvage, en termes de dégradation du cadre de vie, est prévu par le code de l'hygiène. L'affichage sauvage, en termes de destruction de biens détruits aussi, le code pénal a prévu des sanctions. Mais nous, en tant que collectivité locale, dont la mission essentielle est de contribuer à assurer le bien-être des populations, nous ne devons pas rester les bras croisés. Ces sanctions qui sont prévues, c'est d'abord une mise en demeure pour demander aux auteurs l'enlèvement dans les meilleurs délais justement de ces affichages, graffitis ou écritures. Si cela n'était pas fait, on va justement corser la sanction, c'est des amendes qui vont jusqu'à 200 000 et des pénalités journalières de 50 000 francs. L'affichage doit être réglementé parce qu'il fait partie du paysage urbain.
Cependant, le non-respect des règles édictées dans ce domaine en a fait un véritable fléau qui gangrène les espaces publics. En cette journée internationale du sport, la rédaction vous propose un dossier sur un sport, une discipline qui attire et mobilise de plus en plus de passionnés au Sénégal. Il s'agit de la randonnée pédestre. Ce sport se pratique de 7 à 77 ans, mais il y a toute une organisation derrière ces marches hebdomadaires. Zoom sur la randonnée pédestre avec Aurétiam qui nous propose d'enfiler quelques baskets. Dans la foulée, c'est toujours le même constat. Basket, blouson, casquette bien vissée sur la tête, lunettes de soleil, sac au dos et petite bouteille d'eau. Dans la randonnée pédestre, c'est tout un style et ce sport d'un genre bien particulier mobilise de plus en plus de Sénégalais. Des milliers de marcheurs professionnels ou amateurs se retrouvent tous les dimanches très tôt le matin pendant 2 heures pour un parcours de 7, 8 ou 9 km après des étirements d'une dizaine de minutes. Pour la randonnée, premièrement, c'est pour maintenir la forme. Comme naturellement, je suis de santé très fragile, j'ai vu que depuis que j'ai commencé la randonnée, je commence à prendre la forme. Donc, moi, naturellement, du lundi au vendredi, je fais une marche de Ouagounia jusqu'à la Corniche. Le dimanche aussi, si je n'ai pas quelque chose à faire, j'en profite pour partir avec les randonneurs. L'itinéraire est fixé par le CRP ou d'un commun accord avec le partenaire du jour après autorisation du préfet. La randonnée pédestre, c'est toute une organisation interne très minutieuse qui aboutit à ces longues marches bien organisées et surtout bien disciplinées, et ce malgré le tempérament des différents marcheurs venant d'horizons divers. La difficulté, c'est d'ordre humain. C'est-à-dire qu'en général, on rencontre toute façon d'individus. Par exemple, vous voyez des gens qui sont bien éduqués, d'autres qui le sont moins et qui ne le sont pas du tout. Et pour contenir tout ce monde, il faut avoir de la patience et de la compréhension par rapport à ceux qui viennent vers nous. Donc en gros, c'est les problèmes qu'on a, quoi. Sinon, en général, tout se passe bien, quoi. Le CRP, le comité régional de la randonnée pédestre, est toujours en première ligne, en éclaireur pour dégager la voie et signaler les obstacles. Si par exemple dans une randonnée pédestre on lève la main, sachez qu'il y a un obstacle à contourner. À Dakar, il y a 42 clubs de randonneurs et la saison va d'octobre à juillet. Et chaque club s'organise à l'interne pour équiper ses membres et les acheminer sur les points de rendez-vous moyennant une petite somme. Et à la fin de chaque marche, les clubs se retrouvent ensemble pour reprendre les mêmes cars Ndiagandiaye afin de retrouver les différents quartiers de Dakar. Il y a une cotisation mensuelle aussi, c'est 1000 francs. Et puis, quand il y a déplacement, ça dépend de la distance qu'on doit aller rejoindre les autres. La cotisation varie entre 100 francs, 200 et 300 francs. Quand on vient, tout le monde cotise, on donne sur place et puis on cherche un bus pour rallier les randonnées. Même si on croise très souvent des autorités dans les randonnées pédestres, l'ambiance y est belle et très relaxe et le vocabulaire souvent très rigolo. Ce sport est devenu amusant. Par exemple, pour un étirement réussi, on vous invite au sommeil. Allez, on va aller prendre le matelas. On va récupérer notre matelas. Allez, derrière, les gars. Le matelas, encore le matelas. Restez là-bas un instant. Ronflez si vous en avez envie. On y va, les gars. Donc, les étirements de fin de séance, c'est pour éviter certaines courbatures le lendemain pour aller au travail. La dimension sociale est également très présente chez les randonneurs. À force de se retrouver ensemble, on finit peut-être par s'apprécier. Quand on dit regroupement de 1000 personnes, de 2000 personnes, 3000 personnes jusqu'à 6000 personnes dans un dimanche, alors là, forcément, il y a des relations sociales qui se tissent. En 2013, nous avons célébré 2 mariages au niveau de la famille des randonneurs. À Dieuppeul, il y a un couple qui s'est marié, et entre Colobane et la Sarre aussi, il y a un couple qui s'est marié. Aujourd'hui, nous sommes une famille. Et quand nous nous rencontrons tous les dimanches,
Normal, aujourd'hui, j'amène mes filles qui sont là, que tous les membres connaissent, hein, qui chérissent. Donc, il n'y a aucune raison. Moi, c'est par cette randonnée que j'ai découvert toute la famille de mes amis là, leurs épouses, leurs enfants. Aujourd'hui, vraiment, donc, les relations sociales sont là. On est des amis, des parents, des belles familles. On est tout le monde là. On est bien ici. On a des enfants. On adopte les enfants des autres. On est bien là. On ne fait pas seulement le sport. On est tout. On est d'abord une famille. On se soutient, on est bien dans le sport. Ce sport s'impose de plus en plus au Sénégal et il fédère tous les âges et tous les standings. La rando n'est plus un sport pour troisième âge seulement. Les jeunes et les moins jeunes s'y retrouvent et souvent ils apportent même une touche assez particulière avec par exemple ces rollers qui se sont joints aux marcheurs à travers les grandes artères de la capitale avec leur style bien particulier. Dans la rando, on allie l'utile à l'agréable, le sport à la communication, parce que très souvent, il y a un thème autour duquel on sensibilise les participants tout au long du parcours. Et après les étirements de la fin, c'est la grosse démobilisation, mais tout se fait dans la plus grande organisation. La démobilisation se fait en attendant le prochain SMS qui va indiquer aux randonneurs la date et le lieu de la prochaine randonnée pédestre à Dakar. La prochaine, c'est celle organisée par la LONASE, la 3e édition de sa randonnée pédestre. Pour rester dans la même foulée, plus de 2000 participants ont assisté à cette marche de 8 km. La randonnée a été aussi un moment de rencontre et d'échange, nous dit Hamidou Diop. Les travailleurs de la LONASE sont venus en masse participer à cette randonnée pédestre. Tôt le matin, ils ont investi la devanture de l'agence de la LONASE de Sicap Liberté, un parcours de 8 km sous la chaleur. Ça montre que la LONASE est une famille. L'esprit est vraiment bien et sain et on trouve un esprit sain dans un corps sain. La LONASE a saisi l'occasion pour rendre hommage à ces disparus. Même s'ils sont absents, leur ombre a plané. Et on a rendu hommage à Pape Kharmbaye, qui était le directeur de l'audit interne et de la qualité, et à Madame Silla, Marème Fall, qui était également auditrice. Alors vous voyez, curieusement, c'était deux personnes qui se trouvaient dans la même direction. À travers cette activité sportive, le club randonnée de la LONASE a voulu inciter les travailleurs au sport. 3e édition de la randonnée fait suite à la volonté du directeur général, M. Amadou Sambokan, de développer la pratique du sport dans l'entreprise. Avec de telles initiatives, c'est la solidarité, c'est l'esprit d'entreprise qui se renforce. Le sport à la LONASE, si on veut parler médical, ça nous permet de lutter contre les maladies de surcharge. Et vous savez que cela ça amoindrit les coûts de gestion aussi au sein de notre entreprise, tout en développant aussi les relations interagents et au niveau de la culture d'entreprise. C'était un peu long, 7 à 8 km, mais c'était très abordable. On a pu marcher. Vous savez que la marche régule le rythme cardiaque et ça prévient certaines maladies comme les maladies cardiovasculaires. La LONASE compte aussi organiser d'autres Olympiades. Objectif, fédérer les parieurs et les travailleurs et continuer surtout à promouvoir le sport. Une autre discipline, nous parlons de basket, championnat du Sénégal. La 8e journée se poursuit ce week-end, entre autres affiches jouées samedi. HLM Saint-Louis Club, les deux équipes se disputaient la place de leader de la poule B. Une confrontation qui tourne à l'avantage des Saint-Louisiens, 48 contre 76. Chez les dames, le Duc trace tranquillement son sillon avec un 8e succès, 56-27 face à la JA. Seydina Alundigo. Elle aura aiguisé ses armes, mais la Jeanne d'Arc tombe sous les griffes du Duc, toujours invaincu en championnat. La hargne de Pauline Senghor, auteur de 9 des 11 points de la JA avant la mi-temps, n'a pas pesé lourd devant une équipe qui voulait plier le match au quart de tour. Les filles voulaient gagner le match en 5 ou 10 minutes et le match de basket se gagne pendant 40 minutes. Il fallait jouer avec la tête, non pas avec le cœur.
Face à une défense agressive, Morika Fall a dû compter sur les qualités individuelles de son équipe. Celle-ci est portée entre autres par Ndeye Fall, Sabel Diatta et Yaram Bey. Elles infligent à la GIA sa 3e défaite de la phase retour, 56-27. Effectif doré et rodé, le Duc était décidément imprenable. Duc peut jouer avec 10 et nous on a joué avec cette fille. Donc d'abord il y a une différence sur le plan de qualité. Dans notre banc, il n'y a aucune internationale. Dans l'autre banc, il y a combien d'internationales qui jouent dans cette équipe? Donc, tout ça, ça tient compte sur le sport. Le sport, ce n'est pas le hasard. Chez les hommes dans la poule B, l'attraction de la 8e journée opposée à Chelem et Saint-Louis Basket Club. Le duel pour le fauteuil de leader tourne en faveur des Saint-Louisiens, 76-48. C'était une revanche. J'avais dit ça aux gosses. Ils nous ont mis à l'aller 18 points. J'ai dit aux gosses, il faut qu'on mette 22 points, 24 ou 25 points. Hein? Mais pour mettre ça, il faut travailler. Parce que seul le travail paye. Message sans doute bien compris par Elhaj Ning Fall, l'ailier du Saint-Louis Basket Club inscrit 21 points. À surveiller de près, très près. La Côte d'Ivoire championne de la 3e édition du Festival international de Scrabble francophone. Les Ivoiriens ont remporté 4 médailles sur les 6. Du côté du Sénégal, la paire Arona Gaye et Abdoulaye Gueye, mais également Alassane Sow, ont sauvé l'honneur en remportant l'or dans l'épreuve de paire et de défi régional. Salut Sec. Les rideaux sont tombés sur le 3e festival international de Scrabble francophone FISFAO. Cette compétition est marquée par la percée des Ivoiriens. La Côte d'Ivoire remporte la presque totalité des médailles et occupe du coup la première place devant le Sénégal. Le bilan est positif dans la mesure où nous avons engrangé le maximum de médailles. Nous sommes déterminés par exemple au classique. Nous avons occupé les 2 premières places. Au Blitz, nous avons remporté la médaille d'or. À l'élite, nous avons aussi pris pratiquement le podium, la première, la 2e et la 3e place. Et en paire, nous avons occupé la place de vice-champion. Du côté du Sénégal, la paire Arona Gaye et Abdoulaye Gueye s'impose devant la Côte d'Ivoire. Babacar Mbeng s'illustre au niveau de la compétition inter-État en décrochant la médaille de bronze. Quant à Alassane Sow, il remporte le défi régional. Le Sénégal doit se reprendre, encadrer les jeunes pour qu'il y ait une relève. Moi, ça fait 5-6 ans que j'avais décroché et j'étais obligé de revenir pour sauver l'honneur. Et effectivement, j'ai pu décrocher un titre de champion d'Afrique. Et c'est pas normal. Les Sénégalais étaient mis dans de très bonnes conditions. On les a hébergés dans un hôtel à 3 étoiles. Mais comme je vous ai dit que le Scrabble, les Africains sont en train de progresser. Bon, nous avons quand même nos joueurs qui sont là, qui ont des activités professionnelles, qui n'ont pas eu peut-être le temps de bien faire des recherches pour arriver au top. Sur le plan de l'organisation, les 7 pays participants à ce FISFAO ont salué les efforts du Sénégal. La Côte d'Ivoire a été choisie pour abriter le 4e festival international de Scrabble francophone en 2015. Le Sénégal, à l'exemple de la communauté internationale, a célébré ce 6 avril 2014 la première journée dédiée au sport. Elle a été décrétée par les Nations Unies pour promouvoir les efforts de paix avec le comité international olympique CIO. À Dakar, cette journée internationale des sports a été marquée par des compétitions et une randonnée pédestre d'Araba. Au commencement de cette première, les tout-petits à l'école de la pratique sportive après une marche de 3 km 500. Un jour de randonnée égale à 8 jours de sport. Chez les seniors, la mobilisation a été réussie par le comité national olympique sportif sénégalais CONOS. On a eu un total de 18 clubs qui sont présents ici et un effectif total de plus de 875 personnes. La paix et le sport sont de la même famille. Donc pour mieux véhiculer, pour mieux sensibiliser les gens, et on a pu véhiculer vraiment tous les messages top de la journée. Des objectifs atteints pour une première édition où le CONOS a joué sa partition.
Le comité olympique est devenu membre de l'UNESCO et à ce titre a une place d'observateur. Donc c'est une journée qui est recommandée au niveau de tous les comités nationaux olympiques. Peut-être que le domaine sportif, et Seydina ne me démentira pas, représente une toute petite partie au niveau comité olympique. Maintenant, il y a la culture, il y a l'éducation et c'est un peu l'ensemble de toutes ces disciplines qui sont aujourd'hui au niveau de cette journée. Au stade Léopold Sédar Senghor, le service régional des sports est parvenu également à rassembler ses forces. Des compétitions en individuel ou encore des jeunes à l'initiation des arts martiaux. D'autres en séance de démonstration. Les sports collectifs ne sont pas en reste avec le basket et le handball. L'esprit, c'était d'être présent d'abord. Au départ, on avait 11 disciplines qui s'étaient engagées, mais finalement, on s'est retrouvé avec une dizaine, 10 disciplines. Mais l'essentiel, c'était d'être présent, de marquer cette journée-là avec les ligues sportives et d'occuper les sportifs. Le sport pour le développement et la paix. Il faut que la paix puisse se développer dans le monde, car même nos t-shirts le disent, halte à la violence, promotion de la paix. Le Comité international olympique et les Nations unies ont trouvé en cette journée d'ici avril un moment durant lequel l'humanité va savourer un instant d'accalmie, si court soit-il. Nous parlons de l'actualité au Rwanda, la France qui annule sa participation aux commémorations du 20e anniversaire du génocide rwandais. Cela suite aux accusations du président Kagame qui reproche à la France d'avoir participé au massacre des milliers de Rwandais. 20 ans après ce génocide, les souvenirs restent toujours douloureux. La France ne participera pas aux commémorations du 20e anniversaire du génocide rwandais. Paris a pris cette décision après les dernières déclarations du président rwandais dans une interview accordée à l'hebdomadaire Jeune Afrique. Paul Kagame dénonce le rôle direct de la Belgique et de la France dans la préparation politique du génocide et la participation de cette dernière à son exécution même. Il accuse les soldats français d'avoir été complices, mais aussi acteurs des massacres qui se sont déroulés au Rwanda entre avril et juin 1994. Il n'en fallait pas plus pour que le déplacement de la ministre de la Justice, Christiane Taubira, soit annulé. Pour le ministère des Affaires étrangères, ces accusations sont en contradiction avec le processus de dialogue et de réconciliation. Ce sont des déclarations inacceptables qui ne sont pas fondées. Nous ne pouvons avoir une relation confiante et amicale avec le Rwanda que dès lors qu'elles sont fondées sur la vérité et sur la réconciliation. Sur son blog, Alain Juppé, qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque du génocide, demande à François Hollande de défendre l'honneur de la France. Cette mise en cause est inacceptable, dit-il, et ces accusations sont infondées. Les déclarations de Paul Kagame surviennent alors que les relations franco-rwandaises semblaient s'être normalisées, surtout depuis la condamnation en mars dernier à 25 ans de prison de Pascal Simbikangwa, premier Rwandais jugé en France pour génocide. Pendant ce temps, les médiateurs locaux mènent un travail difficile sur le terrain pour réconcilier meurtriers et rescapés. Des actes volontaires sont multipliés pour y parvenir. Des haricots pour la vieille voisine rescapée du génocide. C'est l'offrande de Juvénal, un geste de réconciliation. Cette femme était une proche de sa famille, sa deuxième mère. Et pourtant, il y a 20 ans, en avril 1994, il a participé à l'assassinat de son mari. Le premier groupe qui a découvert où était caché son mari, j'en faisais partie. Les gens de ma famille, ce sont eux qui ont trouvé son mari. Ils l'ont poursuivi jusque chez son beau-père et ils l'ont tué là-bas. Juvénal a fait 8 ans de prison. À sa sortie, il a demandé pardon. Depuis, grâce au soutien moral de l'association Modeste et Innocent, il se rend régulièrement chez sa victime pour la dédommager et s'excuser. Tu sais bien que j'ai participé au groupe qui t'a fait du mal, qui a détruit ta maison. Je sais que tu es au courant, je ne peux pas garder ça pour moi, c'est pour ça que je te demande pardon. Moi, je t'accorde le pardon. Quand on demande pardon, il faut l'accorder. Kansilide vit seul avec sa fille, née quelques mois après le génocide.
9 personnes de sa famille, dont son mari, ont été massacrées. Seul Juvénal a reconnu son crime. Les autres se taisent et pourtant chaque jour, elle les voit au village. Lorsque je croise les autres, parce qu'ils m'ont déjà terrorisé par le passé, lorsque je les croise le soir, j'ai vraiment peur, j'en ai gros sur le cœur. Et je me dis que peut-être ils vont me tuer, mais par chance, j'en sors indemne. Réconcilier meurtriers et rescapés, un travail de longue haleine pour les médiateurs locaux. Pour moi, un génocide, c'est un crime qui dépasse tous les autres. C'est vraiment un crime très grave. C'est pour ça que c'est très difficile pour les gens qui ont commis ces actes de confier leurs sentiments et de dire ce qu'ils ont fait. Nous savons que c'est un long chemin et c'est pour ça que nous sommes ici souvent, pour en discuter avec eux. Dans les collines rwandaises, 20 ans après, les langues ont toujours du mal à se délier. Bourreaux et victimes vivent côte à côte dans la réconciliation ou dans la crainte. Dernière nouvelle, la France a décidé de se faire représenter aux commémorations marquant le 20e anniversaire du génocide par son ambassadeur à Kigali, information que nous détenons de nos confrères de France 24. Et puis, le Premier ministre malien Omar Tatamli a présenté la démission de son gouvernement. La nouvelle est tombée dans la nuit du 5 au 6 avril 2014. Aussitôt, il a été remplacé à ce poste par Moussa Marar, alors ministre de l'Urbanisme. On rappelle que Omar Tatamli avait été nommé à la tête du gouvernement malien en septembre 2013 à la faveur de l'élection du président Ibrahim Boubacar Keïta. Un margouillat capable de révéler des secrets? Eh bien, oui, cela existe bel et bien en pays sérère. L'animal mythique se cache à Tchalan, une île menacée par l'érosion côtière qui semble dicter sa loi sur place. C'est parti pour la rubrique Découverte du dimanche avec Ibrahim Mandanga. L'image en dit long sur la menace qui pèse sur le village. À Tchalan, les habitants ont les pieds dans l'eau, l'érosion marine gagne du terrain. Nous sommes dans les îles du Saloum, dans le département de Foundiougne. Et quand le vieux Sar regarde dans le rétroviseur, les souvenirs sont teintés d'amertume. Comme vous pouvez le constater, derrière moi, tout est envahi par le bras de mer, alors qu'auparavant, ces espaces étaient des champs où on cultivait du mil et même du riz. Ces bassines sont d'une grande importance pour les populations. Elles permettent de récupérer de l'eau de pluie. Normal, ici l'accès au liquide précieux relève d'un véritable parcours du combattant. Il nous est impossible d'avoir de l'eau potable. Cela est dû à l'avancée de la langue salée. Nous sommes obligés d'aller dans d'autres localités pour avoir de l'eau ou bien de récupérer l'eau de pluie pour ensuite nous en servir. À l'image des 19 rochers du Gandol, le village de Tchalan a aussi son histoire. Le village de Tchalan est plus que centenaire, mais il est vraiment difficile de dire exactement quand est-ce que les premiers habitants sont venus sur l'île, parce que dans le passé, les ancêtres n'écrivaient pas. Ce village de Sereng-Yominka a sa particularité. La voici. Le margouillat entouré de mystères, capable de révéler des secrets. Tout commence par une séquence de filature pour prendre au piège l'animal. Et c'est un adolescent du village qui est chargé de l'exécution de cette tâche. Deux conditions sont nécessaires, la patience et la prudence. Une fois capturé, direction la place mythique. Le travail peut désormais commencer. Si quelqu'un a perdu son bien par vol, quelle que soit sa nature, une voiture, une moto, entre autres, je lui demande de désigner la partie du margouillat que l'on doit frapper. La tête, le ventre ou même alors s'il faut immobiliser les pattes, ça dépend. Une fois le vœu de la victime d'un vol exaucé, bonjour les dégâts. Les effets commencent à se manifester, quel que soit le lieu où se trouve le voleur. Même si le voleur se trouve dans un autre pays, il sera affecté. Et s'il restitue l'objet volé, sans venir ici, il ne sera pas guéri de son mal. Précision, le margouillat ne doit pas être tué au risque d'ôter la vie au voleur.
un savoir hérité des ancêtres. C'est un legs de nos grands-parents qui se transmet de génération en génération. Dans ce village, le margouya constitue l'animal qui attire le plus l'attention des visiteurs. Issu de la famille des reptiles, le margouya est traité avec beaucoup d'égards à Tchalan. Une réalité bien serrée. Nous parlons de la clôture de la semaine de la jeunesse qui a eu lieu à Ziguinchor ce dimanche. Les manifestations ont été présidées par le ministre de la Jeunesse, Benoît Sambou. Nous y reviendrons largement dans nos prochaines éditions. Mesdames et messieurs, merci de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise.